Marioupol, autrefois l'une des plus grandes villes du sud de l'Ukraine, s'étendait sur 94 miles carrés et abritait plus de 400 000 personnes. Avant l'invasion russe, Marioupol était un centre important de commerce et de fabrication pour les entreprises ukrainiennes. Elle accueillait également une station balnéaire pittoresque pour les vacanciers. En 2022, cependant, la catastrophe allait frapper. Ce qui était autrefois une ville dynamique, riche en culture et en histoire, est maintenant en ruine. Alors, comment cela a-t-il pu arriver exactement ? Marioupol a été l'un des tout premiers endroits attaqués par les forces russes lorsque l'invasion a commencé le 4 février 2022. La paisible ville côtière est soudainement devenue le théâtre d'un siège brutal qui a duré jusqu'au 20 mai. Au cours de cette bataille, des milliers de personnes ont perdu la vie et de nombreux bâtiments de Marioupol, témoignant de centaines d'années d'architecture historique, ont été complètement rasés. Le siège de Marioupol restera dans l'histoire comme l'un des efforts défensifs les plus acharnés de l'Ukraine pendant toute la guerre russo-ukrainienne qui, bien sûr, se poursuit encore au moment de cette vidéo. Alors, comment ce conflit s'est-il déroulé ? Que s'est-il passé lorsque des milliers de soldats russes ont encerclé une grande ville industrielle d'Ukraine et qu'est-il arrivé à Marioupol après le siège ? Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons plonger dans les événements clés du siège de Marioupol pour répondre à toutes ces questions. Et bien plus encore, bienvenue sur Guerre du Monde. Bien que Marioupol ne soit pas l'une des plus grandes villes d'Ukraine. L'accès de la ville à une grande variété d'industries et sa position sur la côte en ont fait une cible attrayante pour les forces de Vladimir Poutine. Lorsqu'ils ont envahi l'Ukraine pour la première fois en février 2022, la ville abritait, au moment de l'invasion, l'usine sidérurgique Azovstal, l'une des plus grandes entreprises sidérurgiques du pays. Si la Russie parvenait à capturer Marioupol avec succès, elle pourrait renforcer ses propres ressources et entraver gravement celles de l'Ukraine à Marioupol. Grâce à ses ports commerciaux, au sud, elle était essentielle au succès de l'économie ukrainienne. Et une prise de contrôle par la Russie serait désastreuse. De plus, une route terrestre directe vers la Crimée aurait été ouverte. Et les forces russes auraient pu prendre le contrôle total du trafic maritime en mer Noire le long de la côte sud du pays. En réalité, le siège de 22 n'était pas la première fois que la Russie était impliquée avec Marioupol. Des milices séparatistes de la République populaire de Donetsk, région ukrainienne annexée par la Russie, ont pris la ville après des manifestations pro-russes, en 2014. Un mois plus tard, les forces ukrainiennes ont repris Marioupol, tandis que les troupes de la République populaire de Donetsk se sont déplacées vers Novoazovsk. Même ainsi, la lutte était loin d'être terminée et la République est intervenue à nouveau à la fin de 2014, tentant une nouvelle prise de contrôle violente. Mais l'Ukraine a défendu la localité. À la suite de ces combats, la République populaire de Donetsk a commencé à bombarder les bâtiments de Marioupol avec des roquettes, ce qui a poussé les Ukrainiens à lancer une attaque surprise sur le village de Kirokino, contrôlé par les séparatistes. 4 mois après le début de l'offensive, la République a quitté le village et, durant quelques années, Marioupol a été épargné par le conflit. Les tensions entre Donetsk et l'Ukraine à Marioupol ont cessé grâce à l'accord de Minsk de 2. La garde côtière du service fédéral de sécurité russe a ravivé les tensions en 2018. En novembre, les eaux, juste au sud de la ville, ont été le théâtre de l'incident du détroit de Kertch, où la garde côtière russe a tiré sur et capturé 3 navires de la marine ukrainienne.
Les Ukrainiens se rendaient au port de Mariupol lorsque l'attaque a eu lieu, ce qui a poussé l'Ukraine à déclarer brièvement la loi martiale. Bien qu'un conflit à grande échelle n'ait pas éclaté, les tensions étaient très élevées dès le tout début de l'année 22. Juste avant l'invasion et le siège qui ont suivi, Mariupol était défendu par les forces terrestres ukrainiennes, la Garde nationale d'Ukraine, la Force de défense territoriale d'Ukraine et l'infanterie navale ukrainienne. Les tensions historiques dues à la position stratégique de la ville et à la proximité de la localité avec la frontière russe signifiaient que l'Ukraine avait bien défendu sa position. Ils étaient aussi bien équipés que possible pour une attaque contre la ville lorsque les Russes sont finalement arrivés en février 2022. Le début de l'invasion russe en Ukraine. J'ai vu le bombardement d'artillerie des faubourgs de Mariupol, une position tellement stratégique à tenir pour chaque camp. Au milieu de la guerre qui a suivi, la Russie a rapidement pris la ville pour cible. Heureusement, personne n'a été tué lors de ces premiers bombardements, mais 6 personnes auraient été blessées par les explosions lorsque les forces russes sont arrivées aux abords de la ville. Un jour plus tard, ils sont venus des territoires à l'est contrôlés par la République populaire de Donetsk. Alors que les troupes avançaient, elles ont d'abord rencontré la résistance des défenseurs du village voisin de Pavlopil. Selon des sources ukrainiennes, plus de 20 chars russes ont été détruits lors de ce tout premier échange de tirs. Les troupes de Pavlopil avaient offert aux Ukrainiens de Mariupol un peu de temps pour se préparer au siège qui allait suivre. Alors que les forces terrestres marchaient sur Mariupol depuis l'Est, la flotte russe de la mer Noire s'approchait des ports de la ville par les eaux du Sud. Les navires russes ont commencé à bombarder les terres côtières à l'ouest de Mariupol, tandis que les marines de l'infanterie navale prenèrent d'assaut les plages pour approcher la ville par le côté opposé. Au cours des jours suivants, les Russes ont continué à bombarder la ville avec des tirs d'artillerie entraînant la mort de plusieurs civils. Pendant ce temps, les Ukrainiens à Mariupol ont tenté de repousser les envahisseurs aux frontières de la ville. Le 8 février 2022, les forces russes avaient complètement encerclé Mariupol et le siège avait officiellement commencé. Dans la soirée du 8, les Russes ont réussi à couper la majeure partie de l'Internet de Mariupol ainsi que l'électricité et le gaz, laissant la ville dans l'obscurité et pratiquement aveugle à toute nouvelle venant de l'extérieur. La panique a commencé à se répandre parmi les milliers de citoyens piégés à l'intérieur de la ville encerclée, alors que l'armée ukrainienne défendait farouchement sa position et que les civils tentèrent de fuir. Un rapport provenant de cette phase de la bataille suggérait qu'un tireur d'élite ukrainien avait abattu le major général russe Andrei Soukhovetsky des forces aéroportées. Alors que Soukhovetsky serait tué le 8 février, il est plus probable que cela se soit produit près de Kiev ou de Hostomel, alors que sa 41e armée interarmes tentait de s'enfoncer plus profondément dans le pays. Dès le 2 mars, il était impossible de fuir Mariupol. Ceux qui étaient piégés à l'intérieur étaient activement empêchés de partir par les forces russes en périphérie, et une coupure d'eau signalée commençait à susciter des inquiétudes. Les bombardements russes allaient reprendre, et alors que les tirs d'artillerie s'abattaient sur les quartiers de Mariupol. Des centaines de civils allaient perdre la vie d'ici le 4 mars. Le maire de Mariupol, Vadim Boychenko, a annoncé que sa ville manquait dangereusement d'eau et de fournitures médicales après le bombardement des hôpitaux ukrainiens. Et il a lancé un appel désespéré à l'évacuation de ses citoyens ainsi qu'à un soutien militaire supplémentaire. Le lendemain, le 5 mars, un cessez-le-feu temporaire a été proposé sous la médiation du Comité international de la Croix-Rouge pour aider 200 000 civils de Mariupol à échapper au chaos. Une pause dans les combats a été annoncée entre midi et 16 heures pour permettre aux réfugiés de partir.
et un corridor humanitaire a été établi vers la ville ukrainienne de Zaporijia à midi. Des civils bouleversés et paniqués se sont dirigés vers l'entrée du corridor, mais ils ont été forcés de rebrousser chemin lorsque l'artillerie russe a recommencé à pleuvoir. Encore. Selon les rapports, sur les 200 000 réfugiés attendus, seulement 17 ont réussi à sortir de Marioupol ce jour-là. Le lendemain, une deuxième tentative d'évacuation a rencontré les mêmes résultats désastreux. Et la Croix-Rouge a commencé à rendre compte de la gravité de la situation des réfugiés piégés à Marioupol. Plus de 700 000 civils avaient été laissés sans chauffage dans l'hiver ukrainien glacial et beaucoup de gens commençaient à manquer d'eau à la fin du mois de mars. Il y avait tellement d'Ukrainiens qui perdaient la vie sous les bombardements que les employés municipaux ont commencé à creuser des fosses communes pour accueillir les morts. Ceux qui avaient échappé aux bombardements en étaient maintenant réduits à faire fondre la neige épaisse devant chez eux pour tenter d'obtenir de l'eau. Alors que les tirs intenses se poursuivaient en périphérie de la ville, les soldats ukrainiens se battaient avec tout ce qu'ils avaient, tandis que les Russes resserraient leur emprise sur Marioupol. Mais le siège ne faisait que commencer. Mi-mars, les forces russes se sont rapprochées, renforçant leur emprise sur Marioupol et exercer une pression immense sur les Ukrainiens piégés à l'intérieur était la clé du succès de leur siège. Ils visaient à priver lentement les Ukrainiens de ressources vitales, coupant le chauffage et l'accès à l'eau dans le reste de la ville. Un accès limité à l'électricité dans les régions côtières froides d'Ukraine rendrait davantage de défenseurs inefficaces. Malgré l'avancée russe, les Ukrainiens ont continué à se battre avec acharnement. En utilisant des tirs d'artillerie, ils ont réussi à détruire plusieurs chars et véhicules blindés russes alors qu'ils s'approchèrent du centre de Marioupol. Et l'évacuation des civils, principalement des ressortissants étrangers grecs et turcs, a été organisée. Avec l'aide des travailleurs humanitaires, cette aide humanitaire a été vitale pour sauver la vie du plus grand nombre possible de citoyens de Marioupol. Le 14 mars, il a été signalé que plus de 450 tonnes de colis d'aide avaient été livrées en ville. Et plus de 160 véhicules remplis de civils en fuite ont pu quitter la périphérie. Le lendemain, un succès relativement important a été obtenu pour les habitants de Marioupol. 20 000 civils ont quitté la ville grâce à 4 000 véhicules, les emmenant vers des lieux plus sûrs hors de la ville. Alors que les Russes avançaient, les Ukrainiens qui défendèrent la périphérie de la ville ont réussi à éliminer plusieurs cibles russes de haut rang. Le capitaine Alexei Glouchak du direction principale du renseignement russe a été tué peu après le début de l'avancée russe. Alors que le général de division Oleg Mityayev, qui commandait la 50e division de fusiliers motorisés, a été abattu lorsque ces hommes ont atteint la périphérie, les envahisseurs ont riposté brutalement, utilisant des frappes aériennes pour cibler les bâtiments de Marioupol, en particulier ceux utilisés comme abris par les civils déplacés. Une frappe le 16 mars sur le théâtre dramatique régional de Donetsk a tué des centaines de réfugiés abrités et de soldats qui s'y joignaient. Les Russes de la République populaire de Donetsk ont pris l'aéroport de Marioupol 2 jours plus tard. Plus tard, vers le 20 mars, la Russie a soumis une demande officielle pour que les Ukrainiens se rendent. Et ils s'attendaient à une réponse avant 2 heures du matin le lendemain, mais leur offre a été rapidement rejetée. Les combats ont continué sans interruption et les Ukrainiens ont obtenu un soutien aérien dans le cadre de l'opération Couloir aérien. Cette opération a vu l'arrivée d'hélicoptères Mi-8 à l'usine sidérurgique Azovstal, où de nombreux soldats s'étaient rassemblés pour défendre la ville. Ces hélicoptères ont livré des missiles Stinger, Javelin et un système Internet de remplacement pour l'armée en ville. Cette opération a également permis à un peu moins de 90 soldats ukrainiens blessés lors des combats de s'échapper de la ville. Mais les premiers hélicoptères ont finalement été abattus par les forces russes.
Il a été rapporté que 90% des hélicoptères envoyés pour fournir des ravitaillements et évacuer les blessés de Mariupol ont été détruits par des tirs de chars et d'artillerie. Des tirs. Cependant, les tentatives d'évacuation ont tout de même continué malgré le risque croissant. Les forces terrestres russes ont réussi à pénétrer dans la ville le 4 mars, juste après que le maire Boïtchenko ait été évacué sur ordre des services spéciaux. Les Russes ont commencé par s'emparer du terrain autour de l'église orthodoxe de l'Intercession de la Mère de Dieu, où les soldats se positionnaient avant de poursuivre l'offensive une fois à l'intérieur de la ville. Les forces russes ont commencé à répandre de fausses rumeurs auprès des civils de Mariupol, affirmant qu'Odessa, une grande ville portuaire ukrainienne, avait été capturée dans le but de démoraliser la population. Lorsque l'armée russe a réussi à avancer jusqu'au centre de Mariupol, la situation semblait désespérée pour les soldats ukrainiens qui défendèrent leur patrie. Boïtchenko, rapportant depuis l'extérieur des limites de la ville, a appelé à une évacuation complète et, au 8 mars, avait confirmé que Mariupol était entre les mains des occupants. Il a aussi affirmé qu'environ 5000 personnes avaient péri lors du siège. Et il a affirmé qu'entre 20 et 30 000 habitants de Mariupol avaient été rassemblés puis envoyés dans des camps sur le territoire russe. Une fois que les Russes se sont solidement installés dans le centre-ville, il ne leur a pas fallu longtemps pour s'emparer d'une série de bâtiments importants. Ils ont d'abord pris le bâtiment administratif gouvernemental du district de Kalmiouski, puis capturé les principaux quartiers généraux militaires de la ville. Au cours des premiers jours d'avril, ils ont également réussi à prendre le bâtiment du service de sécurité d'Ukraine au centre de Mariupol, et les combats dans l'immédiat centre ont commencé à cesser. Les Russes avaient désormais divisé les Ukrainiens en 3 poches distinctes. L'une au nord, à l'usine sidérurgique Ilitch de Mariupol, une autre au sud près des ports, et une troisième piégée dans l'usine sidérurgique Azovstal au sud-est. Le groupe d'Ilitch a essayé d'échapper aux Russes lors de leur avancée en ville, mais ils ont été découverts. Après avoir essuyé de lourds tirs, ils ont tenté de fuir vers un nouvel endroit. Ils ont été dispersés par le chaos, mais certains ont réussi à rejoindre ceux qui combattaient à l'usine sidérurgique Azovstal. Azovstal avait été encerclée peu avant par les troupes russes, et l'usine Ilitch, prise le 13 avril, plus tard dans la journée, la Russie a réussi à capturer les ports commerciaux de Mariupol. Et un nombre relativement faible de combattants ukrainiens restèrent dans la ville, ainsi que des civils qui n'avaient pas pu partir lors des tentatives d'évacuation. Au moment où les Russes sont entrés dans le centre-ville, les soldats ukrainiens étaient épuisés et affamés. Toute la ville manquait des ressources nécessaires pour survivre, même dans les conditions les plus élémentaires, sans parler des temps de guerre. Des rapports ont vite émergé sur les mauvais traitements des civils par les forces russes lors de leur entrée en ville. Les hôpitaux, les quartiers résidentiels et les lieux de refuge ont tous été bombardés par l'artillerie russe, tuant des centaines de civils innocents. Pendant ce temps, les forces russes au sol ont été accusées de piller des maisons, d'attaquer des civils et de bloquer l'accès à l'aide humanitaire. Une autre accusation non confirmée rapportait que les forces russes auraient utilisé des armes chimiques d'origine inconnue pour cibler les forces ukrainiennes pendant le siège, provoquant des problèmes respiratoires chez ceux qui combattaient à l'intérieur de la ville. Au 15 avril, les plus grands groupes de combattants ukrainiens qui ne s'étaient pas rendus, n'avaient pas été tués ou évacués de Mariupol, étaient retranchés. Dans l'usine sidérurgique Azovstal, ce vaste complexe métallurgique de l'époque soviétique, c'était une position défensive stratégique. Si vous deviez être piégé quelque part dans la ville, en défendant contre les envahisseurs, c'était l'un des meilleurs endroits où se trouver. Ces ateliers résistaient aux frappes aériennes et la configuration complexe de l'usine offrait de nombreuses cachettes. Si les Russes parvenaient à percer jusqu'au centre, alors que les Ukrainiens piégés à l'intérieur appelaient des renforts, les Russes commençaient à lancer leur avancée.
Avant d'arriver aux portes de l'usine sidérurgique Azovstal, les Russes ont contourné Marioupol, balayant les dernières poches de résistance restantes dans la ville. Ils ont réussi à sécuriser la base de la garde nationale de la ville, ainsi que plusieurs ports stratégiques clés le long de la côte de la ville. Alors qu'ils s'approchèrent de l'usine, les Ukrainiens ont tenté une dernière évacuation. 500 soldats combattant dans les ports ont été transférés à l'usine sidérurgique, tandis que ceux à Azovstal assuraient la couverture. La Russie avait désormais nettoyé presque toute la ville, affirmant que seules les forces ukrainiennes retranchées à Azovstal y restaient. Quelques centaines de soldats ont refusé une nouvelle offre de reddition des Russes et, malgré les menaces de mort et de destruction, ont continué à se battre. Après avoir encerclé Azovstal, les Russes ont reçu de Vladimir Poutine l'ordre de ne pas l'attaquer frontalement. À la place, ils ont reçu l'ordre d'attendre que les Ukrainiens piégés à l'intérieur soient à court de vivres et de fournitures. Avant le siège, des centaines de civils s'étaient réfugiés dans l'usine et étaient désormais piégés avec les soldats. Les responsables ukrainiens y ont vu un aveu russe de leur incapacité à prendre l'usine par la force. Tandis que des experts internationaux qui observèrent le conflit ont commenté qu'une tentative d'envahir l'usine serait désastreuse pour les deux camps. Les Russes ont rapidement commencé à se rapprocher, dans certains cas, à seulement 20 mètres de l'usine afin de commencer le blocus, mais très peu de combats ont eu lieu. Quand ils l'ont fait, ils l'ont fait. Les frappes aériennes ont repris le 3 avril, les forces russes lançant toute la puissance de feu possible contre leurs formidables adversaires. Mais malgré les conditions chaotiques, les soldats à l'intérieur ont continué à avancer. Ils ont même reçu un colis de ravitaillement livré par hélicoptère qui s'est approché de l'usine dans l'obscurité ce soir-là. Cependant, ces nouvelles provisions ne dureraient pas longtemps pour les soldats ukrainiens, et en seulement quelques jours, il manquait à nouveau de nourriture et d'eau. En plus de cela, leur situation s'est aggravée lorsque les frappes aériennes russes se sont intensifiées à un niveau de force jamais vu auparavant, avec des bombardiers tactiques supersoniques déchaînant l'enfer depuis le ciel. Les Ukrainiens piégés à l'intérieur de l'usine tentaient désespérément de défendre leur position, mais le temps jouait contre eux, les Russes déchaînant une puissance de feu inimaginable contre eux. Fin avril, la Verkhovna Rada a déclaré que les conditions pour les civils piégés dans la ville avaient atteint, je cite, des niveaux médiévaux. Et en raison de l'effondrement des systèmes de santé et du manque d'eau potable, ces personnes couraient un risque extrême de maladie. Le conseil municipal de Marioupol a vite averti qu'il risquait des épidémies mortelles si ses citoyens n'étaient pas évacués. Des inquiétudes ont vite surgi sur une possible épidémie de choléra à cause de la dégradation des conditions de vie en ville. Des efforts rapides ont été déployés pour évacuer les civils restants de l'usine Azovstal sous la coordination de l'Organisation des Nations Unies et du Comité international de la Croix-Rouge. Un nouveau corridor humanitaire a été instauré pour permettre aux habitants déplacés de Marioupol de quitter la ville en toute sécurité. Les premiers évacués quittèrent le complexe de l'usine le 13 avril, mais cela n'a guère permis de réduire le nombre estimé d'environ 1 millier de personnes encore présentes à l'intérieur de l'usine. Des discussions ont vite commencé pour organiser des évacuations à plus grande échelle. Cependant, des craintes sont apparues que si une évacuation à grande échelle était tentée, l'armée russe ignorerait tout cessez-le-feu convenu et continuerait à lancer des frappes aériennes, alors que les civils tentaient de quitter les limites de la ville. Bientôt, le siège entra dans son dernier mois et environ une centaine de civils furent évacués en toute sécurité de la Syrie, par le couloir humanitaire établi par les travailleurs humanitaires. Au 2 mai, il semblait que, à la surprise des Ukrainiens, les forces russes commençaient à se retirer. Du point de vue des Russes, ils semblaient avoir leurs adversaires exactement là où ils le voulaient, en utilisant uniquement des frappes aériennes. De nombreux chars et soldats ont quitté Marioupol pour rejoindre l'invasion ailleurs en Ukraine. Mais assez sont restés pour empêcher toute fuite d'Azovstal. Le 3 mai, les Russes, restés sur place, ont commencé à assiéger l'usine. Le siège était terminé et la dernière résistance ukrainienne commençait à peine.
Ce n'était pas facile pour les forces russes de prendre d'assaut l'usine sidérurgique, même si beaucoup d'Ukrainiens à l'intérieur souffraient de fatigue, de soif et de faim. Les défenseurs ont opposé une résistance farouche lorsque les Russes ont tenté de pénétrer à l'intérieur de l'usine, et les combats qui ont suivi ont été particulièrement sanglants. Les soldats ukrainiens se sont réfugiés dans les réseaux de tunnels sous Azovstal, mais leurs assaillants ont été informés de leur position. Le 5 mai, les forces russes ont commencé à prendre d'assaut ces tunnels, ce qui a donné lieu à des fusillades rapprochées intenses et complexes. Un électricien ukrainien aurait transmis aux Russes des informations sur les tunnels, mais l'exactitude de ces propos reste invérifiable. Plus tard, les forces russes ont fait exploser des bombes thermobariques à vide autour de l'usine. Ces explosifs fonctionnent en projetant un nuage de gaz enflammé, créant une explosion qui réagit avec l'oxygène présent dans l'atmosphère. Les Ukrainiens combattant dans les tunnels ont subi de graves brûlures et explosions lors des attaques, mais ont tenu leur position jusqu'à la fin. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a informé les derniers combattants à Marioupol qu'ils pouvaient se rendre. Sous l'intensité des bombardements, des tirs d'armes à feu, des pilonnages d'artillerie et des frappes aériennes qui continuèrent de les bombarder, ils n'avaient tout simplement plus d'autre choix. Pendant la mise en œuvre des plans de reddition, les travailleurs humanitaires ont tenté de sauver autant de civils ukrainiens que possible de l'usine sidérurgique Azovstal. 500 réfugiés ont été évacués en sécurité le 6 mai. Le 7 mai, le gouvernement ukrainien a annoncé que toutes les femmes, tous les enfants et toutes les personnes âgées restées dans l'usine avaient été évacuées. Plusieurs jours ont passé et les Russes maintenaient toujours leur encerclement de l'usine sidérurgique. Plus de 1000 soldats ukrainiens restaient encore piégés à l'intérieur, attendant de nouvelles instructions. Serhiy Volinsky, commandant de la 6e brigade de marines indépendantes, est crédité d'avoir dit le 8 mai, je cite, « Je demande qu'une puissance supérieure trouve un moyen d'organiser notre sauvetage. » J'ai l'impression d'être tombé dans une émission de télé-réalité infernale où des soldats américains se battent pour nos vies et le monde entier regarde cet épisode intéressant. La douleur, la souffrance, la faim, la misère, les larmes, les peurs, la mort, tout cela est réel. Les représentants militaires russes ont accepté la reddition de ceux qui étaient piégés à l'usine sidérurgique Azovstal le 9 mai. Mais jusqu'au 12, la Russie a poursuivi son offensive et les soldats ukrainiens sont restés piégés à l'intérieur de l'usine. Le 16, les défenseurs ne pouvaient plus tenir et 9 représentants ont été choisis pour sortir de l'usine. Face aux armes russes, munis seulement d'un drapeau blanc, la reddition a été officiellement mise en œuvre. Et bientôt, des soldats blessés ont été évacués d'Azovstal vers la ville de Novo-Azovsk, contrôlée par la République populaire de Donetsk, où ils ont enfin reçu des soins médicaux. Beaucoup de ces soldats allaient bientôt être classés comme prisonniers de guerre et Zelensky a assuré à son peuple dans une allocution que tout serait fait pour les ramener chez eux. Mais malgré tout cela, tous les Ukrainiens à Azovstal n'ont pas accepté de se rendre là-bas. Et puis, tandis que des centaines de soldats ukrainiens, blessés ou capitulant quittaient leur usine, d'autres centaines ont choisi d'y rester. Ce qui a poussé Vladimir Poutine à réagir. Poutine a publié une déclaration informant les combattants restants que toute personne choisissant de se rendre maintenant serait traitée, je cite, « conformément aux normes internationales ». Lorsque les Russes ont finalement pris le contrôle de la ville, ceux qui étaient piégés à l'intérieur ont malgré tout choisi de ne pas se rendre. Cela a poussé les forces russes à reprendre les bombardements d'artillerie et les frappes aériennes dans une ultime tentative pour inciter les combattants à se rendre. Plusieurs officiers militaires ukrainiens de haut rang sont restés dans l'usine et ont finalement choisi de se rendre le 20 mai lorsque les bombardements et les frappes aériennes sont devenus insupportables. Le 20 mai, le ministère russe de la Défense a annoncé que l'usine sidérurgique Azovstal et avec elle la ville de Marioupol étaient désormais entièrement sous leur contrôle.
Au moment où la ville s'est rendue, les Russes avaient capturé plus de 2000 prisonniers de guerre ukrainiens rien qu'à Azovstal. Lorsque les Russes et la République populaire de Donetsk sont entrés pour occuper Mariupol, ils ont commencé à transformer la ville, autrefois un centre florissant de culture et de commerce. En ce que la société de presse a décrit comme une tentative, je cite, d'éradiquer toute trace de l'Ukraine à Mariupol. Les forces ont de nouveau balayé la ville, démolissant les bâtiments endommagés et expulsant les derniers civils qui continuaient à chercher refuge dans leur ville natale dévastée. L'usine sidérurgique Azovstal a été démolie par les forces de Donetsk et la Russie a rouvert les ports capturés à la fin du mois. Ce qui restait de Mariupol devenait aussi russe que possible pour les vainqueurs. Les animateurs télé et radio se sont vite mis à parler russe. Les noms de rues ont été remplacés par ceux utilisés à l'époque de l'Union soviétique et les enfants étaient instruits à l'école selon le programme russe. Alors que les Russes inspectaient et sécurisèrent la ville nouvellement conquise de Mariupol, ils ont effectivement rencontré de petites poches de résistance ukrainienne très tenaces. Ce qui restait de l'armée ukrainienne dans la ville a tenté un ultime effort pour se défendre, mais les dégâts s'étaient déjà faits. Au 2 mai, tous les soldats ukrainiens restants à Mariupol ont été rassemblés et faits prisonniers de guerre par l'armée russe. Certains de ces prisonniers ont été détenus dans la prison d'Olenivka, sur le territoire de Donetsk, où une explosion a eu lieu, tuant 3 personnes et en blessant 75. En juillet 2022, on ne sait pas exactement comment cette explosion a été déclenchée, car aussi bien les Ukrainiens que les Russes se sont mutuellement accusés. Après le siège de Mariupol, les conditions pour les civils dans la ville ont été pour le moins préoccupantes. L'épidémie présumée de choléra qui a éclaté en avril a été confirmée par le maire Boytchenko le 11 juin, et la propagation de la maladie n'a fait qu'empirer à cause de la présence de tant de cadavres qui jonchent les rues. Après avoir capturé la ville, la Russie a imposé une quarantaine pour limiter la propagation du choléra. Mais les responsables médicaux s'inquiètent toujours du fait que la maladie pourrait commencer à se propager au-delà des limites de la ville si les conditions ne s'améliorent pas. Boytchenko a exprimé ses inquiétudes depuis la prise de la ville par les Russes, soulignant que des dizaines de milliers d'habitants restent exposés au choléra et à la dysenterie à Mariupol. Il a également exprimé ses inquiétudes quant au fait que les responsables russes ne faisaient pas assez pour sauver la vie des civils vivant encore à Mariupol après la fin du siège. Des sources russes ont affirmé que plus de 4000 soldats ukrainiens étaient morts à Mariupol jusqu'au début des combats à l'usine sidérurgique d'Azovstal. Les Russes ont également rapporté qu'ils avaient y fait un peu moins de 4000 prisonniers de guerre au total, et ces chiffres ont également été corroborés par les responsables ukrainiens. Bien qu'il soit vrai qu'il y a eu des échanges de prisonniers depuis la chute de Mariupol, beaucoup restent encore capturés des deux côtés. L'Ukraine, en revanche, a rapporté qu'elle avait tué 6500 soldats russes au cours du siège, sur une période de 4 mois. Jusqu'à 8000 soldats russes avaient été déployés à Mariupol, tandis qu'environ 14 000 Ukrainiens ont tenté de défendre leur position. Alors que le nombre de morts parmi les civils pendant le siège de Mariupol varie selon les sources, les rapports ukrainiens font état de pertes comprises entre 2 000 et 87 000. Tandis que Human Rights Watch a affirmé qu'au moins 8 000 victimes civiles ont été recensées. Après l'occupation russe, les forces ukrainiennes ont tenté de reprendre le contrôle de Mariupol. Fin mai, juste après la chute de la ville, les forces ukrainiennes ont commencé à lancer des frappes de missiles en représailles sur les positions russes à la périphérie de Mariupol. Des sources ukrainiennes affirment que ces frappes de missiles ont tué plus de 500 soldats russes au cours des 4 jours où elles ont été menées. Des missiles ont également frappé le centre de santé de Yalta ainsi que l'usine sidérurgique dans laquelle leurs propres hommes s'étaient auparavant retranchés tout au long du siège. Au 26, Mariupol est toujours tenu par les forces russes.
Et bien que des tentatives aient été faites pour remodeler la ville après son occupation, une grande partie des destructions causées par le siège demeure. De nombreux habitants de Marioupol continuent de faire face à des situations désespérées chaque jour. Les problèmes d'approvisionnement en eau et en nourriture persistent, et de nombreux civils tiennent bon dans des bâtiments partiellement détruits. L'avenir de Marioupol et de ses habitants reste incertain. Le siège a porté un coup colossal, peut-être irréversible, à la culture et à l'histoire de la ville. Début 2022 a vu de nombreux conflits terribles à travers l'Ukraine, mais c'est ce siège qui a peut-être été le plus brutal. L'Ukraine a opposé une résistance farouche face à ses envahisseurs et les Russes ont utilisé des tactiques de pression intense pour les épuiser, ce qu'ils ont finalement réussi à faire. Les soldats de Marioupol ne pouvaient pas résister au bombardement constant des frappes aériennes, à l'avancée des troupes russes au sol et au fait qu'il manquait rapidement de nourriture et d'eau. On ignore ce qu'il adviendra de Marioupol à l'avenir ou comment la guerre russo-ukrainienne se terminera finalement. Mais pour l'instant, la ville est fermement entre les mains de ses envahisseurs. Merci d'avoir regardé la vidéo d'aujourd'hui. Si vous l'avez trouvée informative, n'hésitez pas à laisser un j'aime ou un commentaire ci-dessous. Tout notre contenu, de la recherche et l'écriture du script jusqu'au montage et à la narration, est entièrement réalisé par des humains sans utilisation d'intelligence artificielle. Alors, si vous souhaitez soutenir notre chaîne, pensez à vous abonner et à activer la cloche pour recevoir des notifications lors de la sortie de la prochaine vidéo de Guerre du Monde. Merci d'avoir regardé.